Chers amis, cher Michel Bouvier, chère Marie-Christine Esclassan, c'est évidemment avec un plaisir renouvelé que je viens introduire ces travaux. Nous appartenons en réalité à ce club un peu fermé, peut-être trop fermé d'ailleurs, qui se sent concerné tous les jours par les finances publiques. C'est une préoccupation, c'est pas une obsession, en vrai c'est une préoccupation forte. J'ai toujours considéré que les finances publiques c'était un élément de notre souveraineté nationale. Le thème choisi est évidemment une des questions les plus cruciales, les plus importantes que l'on puisse se poser en ce moment, sachant que bien évidemment les finances publiques pendant la crise ne sont pas tout à fait la même chose que les finances publiques en dehors de la crise. Et c'est un sujet qui est appelé à votre réflexion, et je serais particulièrement intéressé d'avoir la conclusion des tables rondes. On ne peut pas totalement raisonner comme en temps normal. D'ailleurs, dans aucun pays on ne raisonne totalement en temps normal, comme en temps normal. Même si il faut garder évidemment beaucoup de sujets à la tête lorsqu'on prend des décisions, notamment des décisions de relance, et je vais vous dire lesquelles. Alors certes, d'ailleurs, l'économie, on parle de crise, mais l'économie commence à poindre un certain nombre de modestes, très modestes signes positifs ici ou là. Alors, quand on nous dit ça, on nous dit qu'on fait un peu trop d'angélisme. Quand on dit que ça va pas bien, on nous dit qu'on fait du catastrophisme. Donc, je sais pas très bien ce qu'il faut dire. Il faut quand même dire quelque chose et dire notamment que probablement tout ça va durer évidemment pas mal de temps encore, et qu'en même temps, quand on regarde certains agrégats ou certains signes ou certains éléments statistiques, on y voit parfois des débuts d'amoindrissement de la crise. Je me dis que le toboggan a tendance, la pente du toboggan a tendance à un peu s'infléchir. Mais nous savons évidemment que les mesures de relance, parce qu'il s'agit bien des mesures de relance, et celles-ci qui ont un impact fort sur nos finances publiques, elles auront aussi un impact fort sur nos finances publiques, pas uniquement l'année de la relance, mais dans les années qui viennent. Ça ne s'arrête pas totalement, immédiatement, dès que pointent à l'horizon les premiers signes de meilleure fortune de l'économie nationale. Il s'agit donc de répondre à une double question. D'une part, les finances publiques ont-elles été mobilisées efficacement pour lutter contre la crise? Est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire en termes de finances publiques? D'autre part, comment gérer à moyen terme, la soutenabilité de nos finances? Je voudrais donc très concrètement vous dire comment le gouvernement gère ces questions. Vous en connaissez évidemment bon nombre, et comment et ce qui au fond rassemble aujourd'hui, je pense, l'ensemble des propositions et de l'action du gouvernement. Nous avançons avec beaucoup de pragmatisme. On ne fait pas de l'idéologie dans ce domaine-là. Il faut être pratique, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Il ne faut pas se cacher la situation. Il faut expliquer aux Français la manière dont on analyse cette situation, et puis agir, et si possible de concert avec l'ensemble des autres nations. Et d'abord, il faut sortir de la crise. C'est la première des nécessités. Il faut en sortir. Donc ça, c'est la priorité absolue. Mais il faut évidemment pas perdre de vue ce que l'on veut obtenir, c'est-à-dire dans l'après-crise, un capitalisme plus juste, plus équilibré, plus soutenable. Et pour gagner ce combat, qui n'est pas un combat perdu d'avance, qui n'est pas non plus un combat naïf. Parfois, quand on parle de capitalisme plus juste, plus soutenable, quand on évoque les paradis fiscaux, les gens vous regardent en souriant un peu, en disant ouais, on a déjà parlé avant, il ne s'est jamais rien passé dans ce domaine-là. Avec ce type d'attitude, on ne fait jamais rien, c'est-à-dire qu'on dépose les armes avant même d'avoir commencé le combat. Nous ne sommes pas du tout dans cet état d'esprit. Nous pensons réellement, j'espère qu'ici beaucoup d'entre vous le pensent aussi, que cette crise que nous avons subie et qui nous a été d'une certaine façon imposée par les dérives que vous connaissez, que de cette crise naîtra évidemment autre chose, et qu'on en tirera pleinement tous les enseignements. Il y a deux impératifs à court terme et deux impératifs à plus long terme. Tout d'abord, c'est appliquer rapidement, sans faille et sans état d'âme, si je puis dire, les plans de relance, la phase de conception
l'exécution des plans de relance, elle est largement passée. Ce débat surréaliste français entre la consommation, l'investissement et je ne sais quoi, c'est totalement dépassé, et heureusement, parce que c'est un débat purement, me semble-t-il, idéologique. En même temps, il faut, au-delà de ces plans de relance qui sont maintenant dans l'action, entre avril et juillet, nous dépenserons dans le domaine notamment social et dans le domaine des travaux, des sommes tout à fait considérables. Ces sommes-là, c'est au fond la relance elle-même. C'est bien de l'argent qui vient s'investir dans la sphère publique. En même temps, il faut répondre aux demandes sociales qui sont légitimes face à des situations qui sont aggravées, exacerbées par la crise. C'est le chômage, bien sûr. Et c'est de l'ordre à la fois de la justice sociale et de la justesse économique. C'est le pendant de la relance par les travaux et par l'investissement. Sinon, la crainte du lendemain, en fait, obère toute chance de reprise économique. Il faut allier, comme toujours, un peu de technique et un peu de psychologique. Encore que le psychologique, c'est au fond quand même un filet de sécurité sociale pour les uns et pour les autres. Donc c'est pas uniquement psychologique, mais en termes global, en termes de macroéconomie, c'est quelque chose de très 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 important. Et donc des ménages qui ont peur, quand vous injectez de l'argent dans le circuit économique, comme on est en train de le faire en ce moment, sur les allocations familiales ou sur la prime avancée de RSA, et des ménages qui ont trop peur, qui sont trop inquiets, qui se posent trop de questions sur l'avenir, ce sont des ménages évidemment qui ne dépensent pas cet argent. Aucun intérêt d'aller donner de l'argent public pour le comptabiliser dans nos déficits et pour qu'il reste sur les comptes en banque. Et si les banques ont peur à leur tour, elles placent ces dépôts à la Banque centrale et puis on n'en fait pas grand-chose. C'est un coût pour rien. Les mesures sociales sont donc indispensables, à la fois humainement, individuellement, elles sont aussi indispensables dans la relance elle-même, à partir du moment où c'est bien la consommation qui, au fond, tirera à terme la relance. À ces impératifs de court terme s'ajoutent deux impératifs de moyen terme. Il faut s'assurer de la maîtrise des finances publiques pour sortir de la crise la tête haute et de ne pas avoir obéré ou insulté l'avenir après avec des mesures qui seraient de toute nature et peu organisées. Donc il faut s'assurer dès maintenant que chaque décision prise dans le domaine et qui interpelle et qui fait appel aux dépenses publiques, ce qui est le cas d'à peu près toutes les mesures de relance, que toutes ces mesures sont des mesures qui nous permettent d'assurer une sortie de crise. Elles permettent à la fois de lutter contre la crise et à la fois de sortir de la crise dans de bonnes conditions. Il faut aussi, enfin, deuxième impératif de moyen terme, réguler le système international financier, c'est-à-dire tirer toutes les conséquences des raisons de la crise, et cela ne peut se faire évidemment d'un claquement de doigts. Mais c'est bien dès aujourd'hui qu'il faut se mettre à la tâche et pas attendre, parce que plus on attend, plus on oubliera. Le monde est ainsi fait, les gens sont ainsi faits. Donc il faut continuer cette pression qui a été mise notamment par le président de la République française, par Nicolas Sarkozy, au moment de la préparation du premier G20, du deuxième G20, et dans la préparation des réunions internationales qui suivront. On ne peut pas attendre la reprise. Le consensus politique, au contraire, international, il doit se construire dès maintenant, pour surtout qu'on s'en évade pas et que certains pays ne cherchent pas à s'en évader une fois la croissance revenue, parce qu'elle reviendra. Alors on n'a pas le choix devant ce vaste programme, ce programme très très ambitieux. Il faut s'attaquer à tout cela, et il faut s'attaquer à tout cela de front, car les deux approches se complètent, à la fois l'approche à court terme et à la fois l'approche à moyen terme. Elles ne doivent pas se contredire. Ce que nous faisons en termes de finances publiques aujourd'hui ne doit pas contredire ce que nous serions amenés à faire dans les mois ou les années qui viennent au moment de la reprise économique. Alors, évidemment, on ne peut pas uniquement s'occuper de la crise et on ne peut pas dire uniquement la maison brûle, on verra le reste. Et c'est pas si simple. Toutes les solutions à court terme ne se valent pas à long terme. Donc, c'est ce que je vous disais sur la contradiction. Tous ces sujets sont donc très étroitement imbriqués, le pendant la crise et le après la crise. Si on ne résout pas la crise à court terme, le moyen terme, il n'existera pas, ou il existera véritablement très 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 mal. Mais si on ne donne pas des engagements crédibles pour le moyen terme, crédibles auprès des grands
des autres pays, auprès des institutions internationales, auprès des grands prêteurs, on sape la crédibilité de l'État, on affaiblit sa signature, et le financement du plan de relance est in fine mis à mal. Donc je vais revenir sur ce court terme. Qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui à court terme? Le G20 a chiffré à environ 5 000 milliards d'euros le montant injecté dans le monde entier par les politiques budgétaires dans toute l'économie. Ces 5 000 milliards représentent des réalités qui sont très différentes, car les plans de relance doivent être jaugés à l'aune de la structure, de la situation sociale et économique de chaque pays, en fonction de sa carte génétique, sociale et économique. C'est pour ça que comparer les plans de relance n'a pas de sens. On ne compare pas des choux, des carottes, des pommes et des poires. À chaque pays, une organisation et un plan adapté à sa situation économique et sociale. C'est absolument banal ce que je dis, c'est même d'une atroce banalité. Et pourtant, Dieu sait qu'on ne l'a pas souvent en tête, parce que on a assisté ces derniers mois, ces dernières semaines, à vraiment une sorte de concours Lépine dans la presse des plans de relance. C'est bientôt le concours Lépine d'ailleurs à la foire de Paris. Je devrais y aller pour mettre les plans de relance en compétition, parce que c'était complètement absurde de comparer ce que fait la France avec ce que font par exemple des pays qui fonctionnent selon un modèle anglo-saxon. C'est pas les mêmes modèles sociaux. Aucun de ces pays ne met l'argent que nous mettons dans les systèmes sociaux. De la même façon, les niveaux de prélèvement ne sont évidemment pas les mêmes. Les niveaux de dépenses publiques sont infiniment différents. Donc les plans de relance ne doivent être jugés qu'au travers de cela. Et pour être efficace, nous on a pris en compte la réalité française, on n'a pas pris la réalité allemande ou la réalité italienne ou anglo-saxonne. Il fallait d'abord sauvegarder le système bancaire, et pour éviter au fond une crise cardiaque économique, pas pour protéger les banquiers. Nous l'avons montré à beaucoup de reprises. On a mis en place des garanties de prêts interbancaires, on est allé donc très très loin. Nous avons apporté un soutien en fonds propres aux banques qui le souhaitaient. Le cœur de l'économie ainsi continuait à pouvoir d'être irrigué. Il fallait ensuite soutenir surtout l'activité. Et on a choisi laisser jouer ce qu'on appelle par un terme un peu barbare les stabilisateurs automatiques. Je ne sais pas ce qui stabilise en réalité. Au fond, quand on y réfléchit bien, mais c'est de laisser aller. C'est de se dire on ne contrecarre pas au fond la tendance naturelle à la fois en termes de recettes ou de dépenses, surtout en termes de recettes fiscales. On laisse aller. Et puis au fond, tout ça finit par se stabiliser sur un équilibre d'ailleurs assez instable. Moins vous percevez, moins vous prenez de la pression fiscale, plus la crise se réduit, parce que moins la pression fiscale est forte. Et nous avons tenu là-dessus. Nous avons tenu à la fois sur le budget de l'État et à la fois sur le budget globalement de la sécurité sociale. L'un est fondé sur des recettes fiscales et sur des assiettes extrêmement différentes. L'autre est fondé essentiellement, aux 2/3 au moins, voire plus, sur le travail. Donc ces deux assiettes se sont au fur et à mesure du temps, c'est vrai, considérablement allégées, et les déficits sont menés. En même temps, nous avons très rapidement mis en place un plan de relance, je dirais des initiatives de relance. Un plan de relance, celui à 26 milliards, qui a été confié, dont le suivi a été confié à Patrick Devedjian, avec à la fois des mesures de trésorerie et des mesures d'investissement, et puis un certain nombre de mesures sociales, et puis beaucoup d'initiatives de relance prises antérieurement et prises après. Postérieurement d'ailleurs à ce plan, je pense par exemple aux dernières mesures annoncées et concernant les jeunes. Tout ça a été fait dans le domaine social, en dehors de l'investissement, vers deux publics. D'un côté vers le public des entreprises, et je pense aux mesures de trésorerie, j'en dirai un mot, ou à d'autres mesures, et de l'autre vers les publics de personnes physiques les plus fragilisées par la crise. C'est vrai, on n'a pas dans un premier temps essayé de faciliter les choses pour les fonctionnaires. On n'a pas mis d'argent, et je l'ai dit aux syndicats de fonctionnaires qui me disaient il faut augmenter le point d'indice, il faut augmenter le traitement, il faut arrêter la politique de réduction des effectifs de la fonction publique. Nous avons eu des conversations extrêmement fortes et approfondies là-dessus. Bien évidemment, nous avons dit non. La fonction publique aujourd'hui, elle n'est pas la plus exposée des populations à la crise. Par principe, c'est comme ça. Et donc il faut vraiment se concentrer sur les populations les plus exposées, les jeunes par exemple qui recherchent un emploi aujourd'hui. Voilà une population très exposée. Pourquoi axer le plan sur l'investissement? On a un peu tout dit là-dessus. D'un côté,
On soigne le mal par de la dépense publique, mais en même temps, on prépare la France de demain par de l'investissement. Donc, c'est vrai aussi que là, dans le choix des investissements, des décisions ont été prises de faciliter et de promouvoir des investissements à plus forte valeur ajoutée que d'autres investissements. Cet investissement, c'est aussi, au-delà de celui de l'État, c'est aussi la possibilité pour les collectivités locales de continuer à investir, puisque c'est, compte tenu de la décentralisation, le premier facteur d'investissement, c'est les collectivités locales. Et vous connaissez la mesure qu'on a prise sur le fonds de compensation, monsieur le sénateur, sur le fonds de compensation, messieurs les sénateurs, sur le fonds de compensation de la TVA, qui est une bonne mesure. Enfin, vu des finances publiques, c'est pas une mesure formidable, parce qu'elle coûte extrêmement cher, parce que vu que ça a du succès. C'est comme ça, on doit se réjouir du succès, et ça permet de débloquer plus de 40 milliards d'euros. C'est l'ensemble du volume financier qui est concerné par les conventions qui sont signées entre les préfets et les collectivités locales qui ont décidé d'aller plus vite que la musique en termes d'investissement que les années passées. Pourquoi privilégier l'investissement sur la consommation? Bon, j'ai là-dessus aussi, vous savez tout cela. Moi, je crois qu'on peut pas opposer l'un et l'autre. C'est totalement abscon et absurde. L'un déclenche l'autre, l'autre déclenche l'un. Enfin, bon, on est dans une économie extraordinairement liée. L'investissement, c'est des emplois. Les emplois, c'est de la consommation. La consommation, c'est des investissements qui se retrouvent dans les entreprises. Enfin, donc, je crois qu'il faut pas du tout chercher à autant idéologiser les choses, parce que politiquement, on voulait dire d'autres choses. On voulait dire, tiens, vous vous intéressez pas aux gens, vous vous intéressez aux entreprises. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On s'intéresse à tout le monde. On essaie de le faire au mieux, et au fond, on a d'un côté privilégié l'investissement, les travaux, parce que ça permet de continuer à améliorer la France pour demain, et puis d'autre part, on a facilité et on continue à faciliter évidemment la vie de nos concitoyens qui sont les plus exposés. Où en est-on sur ce plan de relance? On est pas mal. Quand on regarde l'ensemble des autres pays qui ont tous des initiatives à un titre ou à un autre de relance, on est en France plutôt en avance. Alors je le dis pas parce que tout d'un coup il y aurait l'idée qu'on serait meilleur que les autres. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on s'en occupe depuis longtemps et que notre Parlement, messieurs les parlementaires, est soumis à une vague de textes financiers comme il n'y a jamais eu. On a pris beaucoup de mesures les unes après les autres. On a actualisé nos propres comptes, souvent d'ailleurs en les dégradant. D'ailleurs, il faut bien l'admettre, dans un seul sens et pas dans l'autre. J'espère qu'on aura à le faire dans l'autre à un moment donné. Mais on a beaucoup agi pour que juridiquement on soit en capacité de mettre en place ces plans de relance. Alors, sur les mesures de sauvegarde du système bancaire, j'y reviendrai pas, vous les connaissez, mais on peut voir d'ailleurs que les écarts de taux entre la France et les autres pays se sont vraiment maintenus, et que nous avons aujourd'hui un pays qui est plutôt bien, voire très bien noté par les investisseurs. Sur l'économie dite réelle, même si l'économie bancaire ou financière est évidemment de l'économie réelle, les 1000 projets qui avaient été annoncés sont en cours. Nous avons pleinement commencé à les exécuter. Il y a 260 projets, je le disais au Sénat il y a peu de temps, qui en question d'actualité, 260 projets qui sont d'ores et déjà mis en chantier. Il y en a une centaine dans les tuyaux pour ce mois-ci. Et si les chantiers ne peuvent pas voir le jour, dans ces 1000, le ministre de la Relance fera en sorte que, évidemment, on transfère vers d'autres dossiers, notamment des dossiers qui n'avaient pas été retenus dans un premier temps. Donc 75% de l'investissement prévu par le président de la République et voulu par lui au moment, je crois que c'était à Douai, doivent être investis dès cette année, et 25% l'année prochaine. Et puis, on a beaucoup remboursé aux entreprises. Il faut, quand on est dans l'administration fiscale, il faut apprendre à faire le contraire. C'est-à-dire que d'habitude, hop, on essayait, messieurs, vous avez tous les deux été ministres de l'économie ou des finances. La base d'une bonne administration fiscale, c'était de ramener beaucoup d'argent le plus vite possible, le trésor public aussi, et puis d'en renvoyer en cash, en sonnant et trébuchant, de façon la plus lointaine possible, 2 ans, 3 ans, c'était très très long. Aujourd'hui, l'administration, la direction générale des finances publiques a pris en fait, à travailler autrement. Elle a inversé, un peu comme un réacteur d'avion. Elle a poussé inverse, et on a été très vite. Et je pense qu'on joue le jeu à plein. Et s'il y a des exemples contraires, faut pas hésiter à me les donner, parce que à ce moment-là, on s'en occupera. Mais on joue totalement à plein. L'idée de cette relance est loin de nous l'idée qu'on puisse gagner
gagner 1 euro à moins relancé parce que ce serait criminel. Donc les entreprises ont bénéficié à la fin du mois de mars de 11,4 milliards d'euros de remboursement accéléré de crédits fiscaux. C'est des chiffres tout récents et c'est évidemment extrêmement important. Sur ces 11,4 milliards, elles ont dû en déclarer 12 ou 12,5. Vous voyez, sur la même période, elles en demandent 12 ou 12,5. Nous en remboursons 11 ou 11,5. Donc il n'y a pas de délai. Tout ça est fait en temps réel. Il y a aussi très peu de contrôle. Changement complet de culture administrative. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander 15 papiers, l'âge de votre grand-père, de votre grand-mère, etc. Très, très sincèrement, l'administration rembourse quasiment toutes celles et tous ceux qui n'ont pas fait l'objet dans les années avant de 3 boules noires pour un certain nombre de raisons. Donc l'administration, en fait, fait confiance. Il y a 6,5 milliards aussi d'euros de crédits qui ont été mis à disposition des ministères et des opérateurs nationaux, donc au titre des travaux et au titre du plan de relance, dont 1,3 ont déjà été payés, c'était au mois d'avril, donc vous voyez que ça va s'accélérer, c'est une montée en puissance très très rapide. Sur le FCTVA, 15 700 conventions signées avec les collectivités locales au 24 avril, donc il y a une petite semaine, une grosse semaine, et ces collectivités recevront à peu près 2,5 milliards de remboursement de FCTVA et probablement plus. Il y a 85 000 véhicules qui ont obtenu, enfin pas les véhicules, plutôt les personnes qui les conduisent, qui ont eu la prime à la casse. Donc franc succès, même si le marché automobile est compliqué. Un mois ça marche bien, le mois d'après ça marche moins bien, il y a les effets de stock, il y a tout ça qui joue, mais 85 000 véhicules, c'est très considérable. 180 000 embauches ont bénéficié de l'aide à l'embauche dans les très petites entreprises. Vous savez que c'est on retire des cotisations sociales. La prime de solidarité active qui anticipe, vous savez, le revenu de solidarité active qui viendra au 1er juillet, a été versé au mois d'avril à 4 millions de ménages modestes. Et d'ailleurs, si la consommation se tient bien, je suis persuadé, probablement des économistes le démontreront après, mais je suis persuadé que le versement depuis le mois d'avril de toute une série de primes, plus le fait qu'à partir du mois de mai, on ne perçoive pas le deuxième tiers, enfin les tiers d'impôt sur le revenu ou la mensualisation d'impôt sur le revenu selon les cas, amène évidemment un soutien à la consommation très très important. Concernant la justice sociale, je vous en ai parlé, de l'impôt sur le revenu. C'est 6 millions de gens qui sont concernés par l'impôt sur le revenu. C'est environ 2 millions à peu près tout de suite, et c'est 4 millions à partir de septembre. Pour des raisons de décalage, il y a des personnes qui sont en début de deuxième tranche et donc qui seront concernées qu'à partir du mois de septembre. Et puis il y a des personnes qui ne payent qu'en une seule fois leur impôt, donc c'est à partir du mois de septembre. Mais bref, c'est à peu près 6 millions de nos concitoyens qui n'auront pas leur impôt. Moi, je suis élu local. J'étais à un concours de boules, je sens il y a des passionnés de boules parmi vous, j'imagine. Et donc j'étais à un concours de boules le 1er mai. Il y a toute une série de gens qui sont venus me voir parce qu'ils venaient me remercier de la lettre que je venais de leur envoyer. Donc je pense que ça devait être la déclaration de revenus. Et donc ils sont tout de suite venus me voir en me disant: est-ce que je vais payer? Voilà, je suis dans la tranche à 5,5, je paye 6,5 ou 7% d'impôts. Est-ce que je vais payer ou pas? Je leur ai dit, si votre revenu n'a pas totalement changé entre 2007 et 2008, non, c'est fini, vous payez plus d'impôts pour l'année. Ils en revenaient pas. C'est-à-dire que concrètement, ça commençait à vouloir dire quelque chose. Dans un discours, ça veut pas dire grand-chose. La tranche, les 5,5, enfin tout ça, c'est des termes au fond assez conceptuels. Quand on commence à dire, non, monsieur, vous êtes bien dans ce cas-là, mais vous n'aurez pas aujourd'hui, c'est terminé l'impôt sur le revenu pour vous cette année. Ça change vraiment quelque chose. Ils m'ont offert des pots et comme ça, j'étais très content. Ça a relancé le Coca-Cola et bon, enfin pas le pastis. Encore une fois, donc c'est un point à ne pas oublier lorsqu'on compare les plans de relance des différents pays, je voulais vraiment le dire, parce que nous venons greffer ces mesures sur des mesures sociales notamment qui existent souvent déjà et que l'on dope ou qu'on améliore, ce qui n'est pas le cas évidemment totalement dans d'autres pays. L'Office budgétaire du Congrès américain estime qu'à peine 10% des investissements qui sont annoncés par le président Obama seront réalisés cette année. Donc voilà, exécution du plan de relance français
je pense, n'a pas à rougir des autres plans de relance. J'espère que le plan de relance américain ou les plans de relance américains iront plus vite, bien évidemment, mais voilà une estimation du Parlement américain. Par-delà les différences de conception des plans, il faut noter que partout c'est le rôle de l'État qui rassemble, et c'est d'ailleurs remarquable, quels que soient d'ailleurs les modèles économiques, de voir que du fin fond du Tennessee, en passant par la City londonienne et en revenant à Paris ou à Berlin, en réalité l'État a repris tout son lustre, si je peux dire, et c'est pour cela que les hommes et les femmes politiques doivent être à la hauteur de l'enjeu. Alors pour être à la hauteur de l'enjeu et pour être un rempart efficace, cet État il ne doit pas non plus baisser la garde devant l'endettement, et puisque tout ça c'est au fond de l'endettement. Donc l'urgence de court terme ne doit pas faire oublier le moyen terme du style après moi le déluge, on verra bien, sortons de là et puis on verra bien. Non, il faut évidemment en sortir et donc accepter de briser un certain nombre de tabous et en même temps faire très attention à ce que nous faisons, et nous avons cela en tête constamment. Il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter la dette aujourd'hui pour sauver l'économie, parce qu'un plan de relance c'est tout bête, hein, c'est de la dépense publique ou c'est de la moindre recette. En général c'est un peu les deux. Donc il faut l'accepter. Mais nous devons à la fois aussi tenter, même à l'intérieur de ce paradigme, continuer à contenir et réduire, en tout cas contenir nos dettes. Ça ne peut pas être un gouffre sans fond, parce qu'on ferait à ce moment-là que de remplacer la bulle de l'endettement privé qui a déclenché la crise par une autre bulle qui serait celle de l'endettement public à moyen terme. Et la seconde éclaterait probablement tout aussi sûrement et probablement tout aussi violemment que la première. Or, maîtriser la dette, et j'y reviendrai, ne se fera pas simplement, et je doute que l'opinion mondiale nous le laisse oublier. De ce point de vue, cette crise, c'est le grand retour, ce que je disais, des politiques. Et à nous de nous assurer que l'argent des Français est utilisé au mieux pour que cette crise ne se reproduise pas. On ne peut pas piloter à vue et espérer que tout rentre dans l'ordre tout seul, comme par enchantement. Cet endettement ne se réduira pas par lui-même, il se réduira par la décision politique et par une décision, par le choix. On ne peut pas, en fait, l'impact est très simple. Si on prend des mesures de relance qui ne sont pas les bonnes mesures de relance, à ce moment-là, on met en danger la qualité de la signature de la France. À ce moment-là, on met en danger nos sources de financement. On augmente le prix, au fond, des plans de relance, qui est le prix qui se paye en termes de charges d'intérêt. Et les choses deviennent absolument, à un moment donné, insupportables à moyen terme. Donc maîtriser les finances publiques, c'est évidemment d'abord une question de simple bon sens et de protection de nos intérêts à moyen terme. Et même si l'État a bien sûr plus de capacités financières qu'une entreprise ou qu'un ménage, il ne peut pas s'endetter toujours plus. C'est aussi et peut-être surtout d'ailleurs une question éthique. Au fond, qu'aurions-nous résolu si nous ne faisons que reporter sur nos enfants, formule classique mais formule tellement réaliste, encore plus de dettes et une charge encore plus insupportable. Dans les 100, même un peu plus de 100 milliards de déficit prévisionnel de l'État, donc au dernier collectif, donc compte tenu des hypothèses que nous avions, notamment de recettes au dernier collectif. Il y a à peu près 60% de ces 100 milliards qui sont dus à la crise et 40% qui sont plus structurants ou plus structurels, c'est-à-dire finalement qui sont le déficit de l'État français qui est crise ou qui est pas crise. Le déficit de crise, il a vocation à se résorber, je l'ai dit à plusieurs reprises au Parlement, mais il ne se résorbera que progressivement. Il est faux de penser qu'il se résorbera le jour où la crise est passée. D'abord, probablement, il n'y aura pas un jour où la crise passe. Il n'y a pas un vendredi où on est en crise et un lundi où on n'est plus en crise. Ça se passe pas comme ça, donc il y a plein de scénarios de sortie, il y a des formes de lettres dans tous les sens. Nous verrons ce qu'il en sera, mais en tout cas, le déficit de crise, les éléments qui ont amené au déficit de crise, c'est-à-dire à la fois les dépenses publiques supplémentaires, et je pense à un certain nombre de dépenses sociales, je pense à des dépenses sociales notamment liées au chômage, ne se résorberont pas tout de suite. Elles se résorberont, parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans la continuité, dans la durée, mais elles se résorberont progressivement. Et en ce qui concerne les recettes, de la même manière, les recettes remonteront, puisqu'on n'a pas, en dehors de la TVA à 5,5 ou sur la taxe professionnelle, nous n'avons pas revu le système fiscal français, donc il reproduira
produira en réalité de la recette au fur et à mesure du redémarrage de l'économie, mais cela se fera d'une manière progressive. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est éviter d'empiler comme un château comme sur un château de cartes, donc fragile, de nouvelles dépenses pérennes. C'est ce que nous évitons quasiment tous les jours. Ça a souvent été le cas dans le passé. C'est pour ça que nous n'ajoutons que des dépenses qu'on considère comme étant réellement des dépenses de crise. Et ces dépenses, elles viennent dans une mission de la LOLF qu'on a créée spécifiquement pour cela, et qui est une mission qui s'appelle Plan de relance. Ça veut dire que cette mission, elle a bien pour vocation de disparaître. Elle n'est pas intégrée, elle n'est pas comme ça enquistée dans les dépenses de l'État, donc il serait très très difficile de la retirer. Elle est bien dans un cadre juridique précis et défini. Et nous avons beaucoup tenu à cette architecture budgétaire spécifique qui est gérée par Patrick Devedjian, avec l'appui technique bien sûr de la direction du budget. Nous avons aussi, au fond, une occasion historique dans cette crise. C'est de réduire notre écart de dépenses avec un certain nombre de nos partenaires, c'est-à-dire de gagner en sortie de crise, gagner en termes de compétitivité. Moi, je pense notamment à certains pays anglo-saxons qui décident en ce moment de nouvelles dépenses. Et des nouvelles dépenses qui, je pense, pourraient être pérennes. Et notamment quand ce sont des dépenses qui sont des dépenses liées à la couverture sociale. Beaucoup de pays, au fond, se dotent d'outils sociaux qu'ils n'avaient pas auparavant et qu'ils auront bien du mal à retirer. C'est vrai pour les États-Unis tout particulièrement. Ça nous permettrait au fond peut-être de limiter l'écart de compétitivité dû au prix du travail, et je l'espère profondément. D'autre part, en ce qui concerne les recettes, je voulais dire aussi que les recettes reviendront évidemment, mais elles reviendront progressivement. Et elles ne reviendront peut-être pas tout à fait au même niveau qu'auparavant, car une partie des recettes était liée au prix des actifs. C'est pas uniquement de l'impôt sur le revenu, les revenus ne devant pas trop bouger, en dehors d'une société qui à ce moment-là s'installerait dans le chômage, mais si c'est pas le cas, les revenus on les retrouvera à un moment donné ou à un autre, et il n'y a pas une baisse de revenus collective aujourd'hui en France, mais la question est évidemment différente pour l'ensemble de l'impôt sur le patrimoine de toute nature, sur l'impôt des actifs financiers, des actifs immobiliers, etc. Tout ça perd de la valeur par principe. Quand le FMI, d'une manière contestable d'ailleurs, indique quelques 4 000 milliards d'euros de pertes en termes d'actifs, tout ça est très contestable en termes de calcul, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce que vous avez dans vos comptes, à un moment donné, ne vaut plus ce que ça valait. Tout le monde est bien placé pour le savoir. Et ça, c'est souvent, ça sert d'assiette, un titre ou un autre d'impôt. Même votre appartement, il va être un peu moins cher, ou il augmentera un peu moins vite qu'auparavant, vous allez le vendre, voilà, la taxation qu'il y aura dessus sera inférieure. Donc nous devrons aussi prendre en compte cela dans le fait d'avoir ramené nos recettes fiscales au niveau où elles étaient, sachant qu'elles partiront de plus bas, puisque la crise ayant fait diminuer le PIB, il faut déjà retrouver les niveaux de PIB d'avant. Donc une progression de 2% l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, ou dans 2 ans ou dans 3 ans, nous verrons. Cette progression-là, elle s'applique à un PIB dégradé par rapport au PIB d'aujourd'hui. Donc tout ça, nous devons bien en tenir compte dans la trajectoire de finances publiques que nous nous fixons. Enfin, nous ne devons pas non plus nous interdire de continuer à réformer. Je pense particulièrement aux structures administratives. Nous devons continuer à le faire. Donc la clé, c'est de limiter la dépense publique. C'est pas d'augmenter les impôts. C'est surtout pas d'augmenter les impôts dans un pays où la pression fiscale est déjà beaucoup trop élevée. Donc il faut continuer, au fond, à sécuriser nos recettes, mais en même temps à ne pas chercher à résoudre le problème par une augmentation de l'impôt. Mais on doit diminuer les dépenses, et l'une des premières priorités, c'est de continuer à réduire les effectifs de la fonction publique, même en période de chômage, avec évidemment là-dessus un débat, souvent, pour l'instant qui reste un débat assez feutré et peu étendu au-delà de la sphère de la puissance publique, mais nous devons et nous allons le faire, nous n'allons pas arrêter la diminution en volume du nombre de fonctionnaires, même si on doit améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de rémunération. Sur le déficit structurel lui-même, en dehors du déficit de crise, sur le déficit structurel en lui-même, on doit continuer à travailler
évidemment sans relâche pour la maîtrise des dépenses courantes. Et moi je pense que jusqu'à présent, l'année dernière, on a réussi à tenir la dépense courante avec une progression d'à peu près 1% sur l'ensemble de la dépense. C'était pas mal, c'était même très très bien. C'était 2 fois moins que la moyenne des 10 dernières années, qui était plutôt à 2. Même dans la sphère sociale, on avait à peu près réussi à tenir l'ondame. Et quand on était à 4,5 milliards de déficit d'assurance maladie, on pouvait se poser la question de se dire, bon voilà, la trajectoire est pas trop mal, c'est pas facile, c'est pas si simple, c'est très sensible chez nos concitoyens, mais on doit pouvoir arriver à quelques réformes structurelles, pas du bricolage de dernière minute, avec des réformes structurelles qu'on a à peu près en tête, et des réformes structurelles, on pouvait peut-être espérer venir au zéro déficit en termes d'assurance maladie. Pour la retraite, c'est autre chose, mais au moins en termes de déficit d'assurance maladie. Bon, cet objectif, il s'éloigne pas pour un problème de dépenses, il s'éloigne pour un problème de recettes. Quand vous avez un point de moins de masse salariale, ça vous fait 2 milliards de moins dans les caisses. Donc quand vous avez un déficit de 4,5, c'est évidemment absolument considérable. Donc le déficit structurel, il faut continuer à lutter contre ce déficit, contre finalement la structure de nos dépenses publiques, et nous avons relancé la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui est devenue très célèbre, qui n'était pas du tout appelée à devenir célèbre, c'était un nom de code, une démarche interne que nous voulions faire en liaison avec le Parlement, et qui aujourd'hui est devenue une sorte d'étendard, à la fois un repoussoir pour ceux qui considèrent que c'est une horreur absolue parce que ça nuit à la qualité du service public, comme le disent un certain nombre, et puis d'autres qui estiment que c'est une chance formidable pour la France, que c'est une méthode formidable pour la France de revoir, de scanner, de passer au crible toutes nos dépenses publiques et d'essayer derrière de prendre des décisions. Nous l'avons fait, et nous allons continuer à le faire. Nous allons lancer une deuxième étape de la révision des politiques publiques, avec d'un côté le fait de revoir dans l'ensemble des dossiers qui ont été remarquablement faits, de refaire du data mining, on va aller rechercher un peu partout ce qui n'a pas pu être fait l'année dernière, mais qui pourra peut-être être fait cette année ou l'année prochaine. Donc il y a beaucoup de substances qui peut être encore et beaucoup utilisées, et notamment pas tellement en termes d'organisation des politiques publiques, mais en termes de contenu des politiques publiques. Et puis il y a un deuxième point qui est la sphère immense des opérateurs de l'État, à côté donc de l'État lui-même. Il y a toute une série d'opérateurs, et nous avons lancé la semaine dernière un certain nombre de travaux sur quelques opérateurs, et on va augmenter la liste des opérateurs pour essayer de faire le tour comme ça complet de la dépense publique. Et puis avec l'aide des parlementaires, toujours sur cette dépense structurelle, nous avons fait des avancées majeures sur le contrôle des niches fiscales et sociales. Nous voudrons aller plus loin au prochain budget. Je pense qu'il y a un travail vraiment à faire. Je vais lancer un travail d'évaluation des niches fiscales, pas une évaluation totalement technique, fiscale de la niche fiscale, mais une évaluation en termes de justice, puisque c'est un des sujets particulièrement marquants pour nos concitoyens aujourd'hui. Là, on voit bien, tous ces problèmes de rémunération, ça tourne autour d'une seule idée. Je suis prêt, moi, à faire un effort si les autres le font. Je veux qu'on soit traité justement dans cette crise. Et les niches fiscales, on doit aussi traiter techniquement, économiquement, et aussi en termes de justice, leur qualité, leur possibilité de revoir et leur efficacité. Et même chose, il y a des niches sociales, il y en a beaucoup, elles ont été dénoncées à plus d'une reprise par la Cour des comptes. Je crois que Philippe Séguin viendra conclure les travaux. Et de la même façon, même si beaucoup sont utiles et nécessaires, et extraordinairement sociales. Donc c'est pas des sujets faciles. On raille pas d'un trait de plume des milliards d'euros en disant on vous remet dans le droit commun. C'est pas comme ça que ça marche. Mais on doit se reposer vraiment face à face, niche par niche, cette question pour savoir si nous avons une réponse à la fois économique et sociale de ces niches. Et puis il y a la loi de programmation des finances publiques qui n'a pas trépassé et qui n'est pas passé aux oubliettes de l'histoire dans cette crise. Bien au contraire, je suis en train en ce moment de recevoir un certain nombre de mes collègues pour parler du budget 2010. Je vois beaucoup moins de ministres que je n'en ai vu l'année dernière et l'année d'avant. Tout simplement parce qu'il y a une loi de programmation des finances publiques
et que moi c'est simple, je me base sur la programmation des finances publiques qui a été actualisée en janvier, je crois. On a réactualisé cette loi compte tenu de la crise, et nous avons arrêté des niveaux de dépenses par mission, et sauf cas exceptionnel, ces niveaux de dépenses seront tenus et seront maintenus. Je vais en discuter évidemment avec quelques ministres, et pour d'autres, on considère que la discussion est close. C'est extrêmement important, parce que ça donne, au moins dans ces temps incertains, une certitude qui est le niveau de la dépense publique, en tout cas de la dépense d'État, et c'est un changement très considérable dans la façon de gérer nos finances publiques. Bien évidemment, le Premier ministre est favorable à cela. Il a, dans une lettre de cadrage au mois de février dernier, indiqué cela à mes différents collègues. Donc vous le voyez, une stratégie claire, soutien à la croissance, celle d'aujourd'hui pour sortir de la crise, et celle de demain en évitant de l'obérer, c'est-à-dire de plomber au fond la sortie de crise, en privilégiant l'investissement et la recherche, et en maîtrisant nos dépenses publiques. C'est bien ce qui nous permettra d'assainir durablement nos finances publiques. Cet objectif est loin d'être un objectif oublié, en tout cas il est pas du tout ici, vous vous en doutez, mais il n'est oublié absolument nulle part. Nous prendrons beaucoup d'initiatives d'ici la fin de l'année, et notamment au moment de la période budgétaire. Nous ne voulons pas alourdir les charges des impôts des Français. Cette ligne, elle a été précisément définie par le président de la République, et nous la tiendrons, parce que ce serait à ce moment-là une perte majeure, un décrochage, je pense, de compétitivité pour le pays. Ça veut dire que nous devons inventer et également affronter politiquement d'autres types de réponses. Voilà ce que je voulais vous dire. Une stratégie claire, une volonté politique forte, l'infléchissement de la dépense publique au cœur de notre politique de stratégie de puissance publique, parce que, comme je le disais en début, je terminerai par là, c'est affaire de souveraineté. Merci. Bien, merci Monsieur le Ministre. J'ai été frappé par la qualité de vos propos.